Bonsoir à toutes et tous. Alors, merci à la FPDC, cher à mon cœur, d'organiser ce webinaire sur un sujet d'importance, on va dire, au sens peut-être où l'entend déjà l'État, chargé de notre sûreté, mais également important pour les opérateurs et même les constructeurs de drones, puisque le fait d'être potentiellement considéré comme une menace, ça a des impacts opérationnels, ça a des impacts économiques. Donc, je vais essayer de me mettre un peu à la place des forces de l'ordre, des gens chargés d'assurer notre sûreté. Et je vais bien parler de sûreté et pas de sécurité aérienne, pour vous sensibiliser sur effectivement la façon dont les drones au sens large, parfois très large malheureusement, peuvent être considérés en tant que menaces. Voilà. Alors, quelques mots juste pour vous présenter la société où je suis. C'est une société aéronautique du groupe Dassault Aviation, spécialisée dans la simulation pour la formation et l'entraînement. Donc, production du simulateur du Rafale, notamment, l'avion de combat, du Mirage 2000, mais également de l'hélicoptère NH90. Et récemment également, on s'est vu attribuer le contrat pour l'hélicoptère léger, interarmé léger pour équiper les forces françaises. Et puis, bien sûr, il y a de la simulation pour les équipages de drones, plutôt dédiés aux missions de surveillance. Mais on voit que ce marché, il n'est pas seulement militaire, la surveillance par drone. Il y a également des opérateurs civils qui font ces opérations-là. Voilà, donc en quelques mots, je vais passer à la diapo suivante, si vous permettez. Et donc là, je vais vous parler du militaire au civil. Pourquoi le militaire? Parce qu'en fait, les théâtres d'opération sont un peu les champs d'expérimentation de l'utilisation des drones à technologie civile, enfin de technologie civile. C'est bien ça qu'on observe actuellement. Alors, je vais vous en parler brièvement. Puis après, je vais essayer de vous caractériser la façon dont c'est ressenti. Ça a été ressenti parce que c'est à peu près depuis 10 ans que tout ça a été un petit peu mis sur le devant de la scène. Et je ferai un focus donc pour les Jeux Olympiques 2024 en essayant d'être assez objectif, donc sans langue de bois, et avec quelques préoccupations qu'on peut exprimer au niveau de la profession d'ores et déjà, au vu de la tournure que cela semble prendre. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc les drones, en tant que nouvel objet avec des technologies civiles, on en envoie sur les théâtres d'opérations militaires depuis à peu près 2015-2016. Les premiers cas d'usage de drones civils bricolés, alors vous en voyez l'un chargé de l'observation et la reconnaissance de certains sites, l'autre équipé de petites grenades qui sont balancées sur les forces adverses. Dans certains cas, vous avez eu des drones piégés. Les forces françaises ont été attaquées par un drone qui s'est en fait retrouvé sur le sol craché et qui était lui-même piégé. C'est-à-dire que quand les forces françaises ont commencé à le bricoler, à le manipuler, il a explosé et il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et puis, en dernier lieu, on voit aussi des drones kamikazes, donc équipés d'une charge explosive qui explose à l'impact. Donc, tout ça, ça date finalement de 5-6 ans. Et puis, ça s'est développé à une allure vraiment phénoménale. Et actuellement, dans les conflits qu'on voit, alors ce qu'on voit, c'est l'Ukraine, mais c'est aussi le Haut-Karabakh, donc en Arménie. Là, on est passé de l'expérimentation à l'usage massif. Et pourquoi? Parce que en fait, les belligérants se sont rendus compte qu'avec des investissements très modestes, moyennant le fait qu'on sache adapter les drones, les bricoler, donc bricoler leur charge utile, on avait des résultats très intéressants sur le plan militaire. Parce que déjà, on pouvait obtenir un certain nombre de drones, donc avoir une espèce d'effet de saturation, qu'on pouvait varianter les effets, on pouvait faire de l'observation, on pouvait faire de l'observation plus du bombardement, on pouvait faire l'observation plus un drone qui s'écrase et qui explose, et donc que ça avait des effets militaires ponctuels, puisqu'en général les drones sont de petites masses, mais qui sont réels. Un drone avec
des moyens limités, peut faire peut neutraliser par exemple un blindé. Donc ça se voit, vous avez certaines vidéos maintenant qui circulent dans les réseaux sociaux sur le conflit en Ukraine notamment. Et puis il y a un effet psychologique qui est important, c'est-à-dire comme les drones sont finalement assez discrets, ça fait peser une menace tout à fait significative chez les combattants. Ça contribue finalement à accroître un peu la tension de l'adversaire. Voilà, donc on a un prérequis et un certain niveau d'utilisation quand même important à l'extérieur de la France, et comment ça se traduit finalement pour la sûreté de notre pays. Alors là, on passe à la diapo suivante. Alors, parallèlement en fait, aux premières utilisations qu'on a vues sur les théâtres d'opérations extérieures, on a eu, et j'ai connu ça en tant que président de la FPDC, à l'époque, des premiers survols de sites sensibles, donc des sites nucléaires, des sites symboliques, ça pouvait être l'Élysée par exemple, des sites militaires, par des drones dans les années 2014-2015. Et là, alors que l'a priori était plutôt favorable pour la profession, enfin perçu par la société, par les pouvoirs publics, on a vu une espèce de prise de conscience de la menace. Et là, on a vu apparaître une tentation d'interdire, en tout cas de renforcer l'encadrement de la profession de manière assez significative. Et c'est là qu'on voit apparaître, en réponse à ces survols, dont on n'avait pas toujours d'ailleurs trouvé l'explication, par ailleurs, la loi drone, dont vous avez sûrement entendu parler, donc de 2016, relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. Donc, vous voyez apparaître des exigences supplémentaires qui sont arrivées, des exigences de formation, d'information par les fabricants au niveau des utilisateurs, d'enregistrement, de signalement électronique et lumineux. À un moment, il y avait même un signalement sonore qui a finalement été abandonné. Donc tout ça, et puis de limitation de performance pour des drones d'un seuil de masse qui a été fixé à 800 grammes, plus les sanctions. Donc on a vu apparaître, à partir de la mise en application de cette loi, un nouvel environnement. Vous le voyez, les professionnels, donc tout ça c'est matérialisé pour la partie enregistrement, notamment sur Alpha Tango, qui a pris en compte ces exigences de manière progressive et qui a fait qu'on ne pouvait pas exercer comme avant parce qu'il y avait cette volonté de l'État de se protéger, de nous protéger d'une certaine menace. Et puis après, on voit la réglementation de l'Union européenne qui est publiée en 2019, qui commence à se mettre en application en 2020, qui traduit, alors de manière indirecte, ces exigences de sûreté. Alors pourquoi de manière indirecte? Parce que l'Union européenne n'a pas de compétences sur la sûreté des États. C'est bien les États qui décident de leurs propres mesures de sûreté, donc champs dans lesquels l'Union européenne peut donner des recommandations, mais en tout cas ne va pas se hasarder à sortir des règlements. Pour autant, les règlements qui sont ceux de la réglementation européenne donnent un certain nombre d'exigences qui rejoignent un peu celles de la loi drone finalement. L'enregistrement, le dispositif de signalement, la limitation de performance, on voit tout ça, je pense que vous le pratiquez et vous le connaissez. Il y a un point qui est très important qui permet de contribuer finalement indirectement à la sûreté, c'est le fait que la segmentation, il y a une segmentation de l'espace aérien, où il y a des endroits où vous n'avez pas le droit de voir évoluer ou de faire évoluer des drones, et cette segmentation, elle est bien à charge des États membres, qui se protègent quelque part grâce à cette incapacité qu'ont les gens de faire voler des drones dans un certain nombre d'endroits. Et donc, je reviens sur le fait que cette réglementation, elle parle de sûreté de manière à chaque fois générique, comme elle le fait d'ailleurs pour la partie respect de la vie privée. Voilà, donc vous avez un cadre réglementaire qui déjà vous cadre, vous les professionnels, et cadre également les gens qui voudraient faire des choses, on va dire, pas forcément professionnelles avec les drones. Après, on va passer à la diapo d'après, qui est un peu plus explicite sur en quoi on a des exemples en termes de menaces. Bien, tout ce que je vous ai dit en 2014-2015, les drones qui ont survolé ces sites sensibles, eh bien, on les a, voilà, on les a pour un certain nombre vus voler, et on pense que on n'a pas vu d'effet particulier de bombardement ou autre à cette époque-là. On pense que c'était des drones qui collectaient de l'information sur ces sites.
Donc, ce qui n'était pas très rassurant, parce qu'en plus, on n'était pas vraiment capable de matérialiser leur effet, mais c'était bien des systèmes qui étaient dédiés à l'observation. Et puis après, on a eu un peu plus gênant, mais plus facile à caractériser, on a eu des drones contestataires, activistes. Donc la deuxième photo que vous voyez en partant du haut, c'est en fait une action de Greenpeace, hein, je crois que c'était en 2019, qui a fait se déclencher un drone fumigène à l'aide d'un drone, donc, sur le toit de la piscine d'entreposage des combustibles irradiés de l'usine Orano. Orano, c'est c'est le nouveau nom d'Areva, donc à La Hague, donc qui est un site de retraitement de déchets nucléaires. Donc on voit bien que là, voilà, ça contribue en fait à l'exercer, au fait que ça exerce une menace, en tout cas pour les dépositaires de l'ordre public. Et quand on franchit un peu une étape, on va vers les drones caractérisés comme malveillants, souvent dans l'environnement, soit des frontières, soit des prisons. Et là, la troisième photo que vous voyez à partir du haut, c'est en fait un réseau qui a été démantelé après à peu près 8 mois d'enquête. Vous avez 12 drones qui ont été retrouvés, qui avaient transporté à peu près 45 kg de tabac, 5,8 kg de marijuana, du crack, des amphétamines, des pistolets, des couteaux, des téléphones portables, de la monnaie en espèces. Donc, au niveau de la prison de Bishopville, hein, qui est en Caroline du Sud, aux États-Unis. Donc, il y avait quand même un trafic d'une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées en février 2022. Donc, on voit on franchit des étapes et que le drone était devenu un vrai moyen, entre guillemets, professionnel, mais qui exerce une menace sur la sûreté du pays considéré. Et dernier, un scénario qui est le plus redouté aujourd'hui, c'est le drone terroriste. Dernière photo, donc en bas de cette diapositive, vous voyez un représentant donc de l'État vénézuélien qui relate l'action qui a été en fait un attentat à la vie du président vénézuélien Maduro en août 2018. Et le drone considéré, il était équipé d'une charge explosive et qui a détonné à proximité de l'estrade présidentielle. Donc, force est de constater qu'on a beaucoup d'exemples à relater d'utilisation de drones à des fins malveillantes, à des fins dangereuses, et que l'État se pose un certain nombre de questions. Et on arrive donc à la suite donc, de cet exposé avec la diapo suivante, c'est même la dernière diapo, c'est les JO 2024, alors Coupe du Monde, pardon, de rugby. Bien, comme le disait tout à l'heure Henri, c'est un événement à très haute visibilité où la France va être observée de manière très attentive, avec en plus des dispositifs urbains. Alors vous voyez cette petite illustration pseudo-comique, pseudo-humoristique. Mais voilà, tout va être centré quand même, une bonne partie des événements vont être centrés dans des espaces urbains de la ville de Paris. Et donc, mécaniquement, ça fait augmenter la menace. Qui sont qui se sont passés un peu en France, un peu à l'étranger, mais on peut considérer, en tout cas, c'est ce que dit de cette diapositive, ou la troisième ligne, le deuxième paragraphe, c'est que de manière publique, le ministère et le ministre de l'Intérieur s'expriment en disant que la menace principale en termes de sûreté pour les Jeux Olympiques, ce sont les drones terroristes. Donc, quand c'est Darmanin qui le dit, on pense qu'il a travaillé son sujet et on pense qu'il ne le dit pas par hasard. Alors, de manière générale, en fait, ces sujets sont traités par ce qu'on appelle des DPSA, donc des dispositifs particuliers donc, de surveillance aérienne, qui sont sous la responsabilité de l'armée de l'air, qui met une espèce de bulle autour du dispositif et dans laquelle les événements, les aéronefs, tout ce qui peut se passer comme événement aérien est scruté de manière très précise et donne lieu à des réactions, des autorisations, puis des réactions. Donc, bien évidemment que ces Jeux Olympiques vont donner lieu à un DPSA autour des sites olympiques, mais comme la tension est grande et qu'il y a un certain nombre d'annonces qui sont faites, et qu'en plus on n'a pas vraiment
encore je dirais, d'informations précises sur la façon dont ces dispositifs vont être menés. Et je pense qu'il n'y en a pas dans la presse et je pense que les professionnels n'en ont pas non plus, d'où l'intérêt de ce webinaire. Ben, il y a peut-être une tentation, alors j'espère ne pas attiser je dirais la foudre ou attirer la foudre sur les professionnels, mais il peut y avoir une tentation de tout interdire. C'est-à-dire de dire, pour être sûr qu'il n'y a pas de drone ennemi, on va demander à ce qu'il n'y ait pas de drone du tout. Alors ça, je pense que c'est le scénario qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter parce que tout ça, ça va durer pendant des semaines. Et bien évidemment, pour les professionnels, ça représentera un véritable problème, un véritable manque à gagner. Donc, je terminerai en disant que, de manière un petit peu provocatrice, on peut également se poser la question de l'utilisation de bons drones civils pour sécuriser, pour participer à la sécurisation de ce type d'événements, de ces événements. Et bien, aujourd'hui, quand on cherche dans la presse, quand on regarde un petit peu de manière ouverte ce qui est annoncé, vous avez peu d'informations. Et donc, je pense qu'une des méthodes qui consisterait aussi sur le plan des professionnels à construire avec le ministère de l'Intérieur, c'est de voir si d'ores et déjà, il n'y a pas des solutions drones qui sont utilisées et qui pourraient être utilisées pour sécuriser. De l'anti-drone, il y en aura, c'est sûr, et je pense que Yves va vous en parler en détail, mais il faudrait éviter qu'il n'y ait ni pas du tout de drone, scénario catastrophe, voire qu'il y en ait juste un peu, mais qui soit utilisé, mais pas forcément pour sécuriser. Voilà, donc mon message, il est un peu préoccupant, mais il tient compte du fait qu'on a un certain nombre de retours d'expérience problématiques sur la planète entière, avec des menaces drones, et que les Jeux Olympiques, bien évidemment, vont un peu cristalliser tout ça. Voilà, bien après, je me tiendrai à disposition pour toutes les questions qui voudront bien être posées, et j'en vois déjà certaines sur le chat. Voilà, merci à tous et toutes. Merci beaucoup Stéphane.